Cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le protocole SSH pour pouvoir accéder à distance aussi bien à des machines Linux qu'à des routeurs. L'objectif du protocole SSH est de permettre à des administrateurs de pouvoir administrer à distance des serveurs ou des matériels informatiques, mais également à des DevOps de pouvoir mettre en place des scripts d'automatisation des réseaux ou des infrastructures réseau. Alors, pour pouvoir faire cette manipulation et pour pouvoir prendre en main les choses, pour aller sur Internet, et on va, si vous n'avez pas déjà de machine Linux installée sur votre poste, eh bien, nous allons installer une machine. Alors attention, dans ce cours, l'objectif c'est d'avoir une machine Linux installée manuellement. Donc on n'installe pas la machine avec Vagrant manuellement. Pourquoi? Parce que ça va permettre de pouvoir utiliser le protocole SSH indépendamment de machines mises en place avec Vagrant. Donc, dans un premier temps, on va par exemple aller tenter d'installer une distribution Debian, par exemple, pour changer un peu. Alors, si vous avez autre chose sur votre machine, utilisez autre chose, hein. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Voilà, Debian serveur ISO. Ici, je suis sur un site Obtenir Debian. Alors, on peut, par exemple, télécharger une image d'installation de taille réduite. Par exemple, on descend. Ici, normalement, l'architecture de votre matériel, c'est de l'Intel 64 bits. Donc, on va sélectionner AMD 64 bits. Et là, on va avoir une image d'installation réduite qui va être téléchargée. Une fois que cette image d'installation réduite est téléchargée, on va lancer la VirtualBox et on va aller se créer une machine. Donc machine, nouvelle, le nom de la machine, on va l'appeler par exemple serveur 1. Donc ça va être du Linux et ça va être de la Debian 64 bits. Suivant. Pour la taille mémoire, on peut laisser 1024, hein. Comme ça les camarades qui n'ont pas beaucoup de mémoire, eh bien, pourront travailler. On clique sur suivant. Création de disque dur virtuel, on laisse comme c'est. Taille de type de fichier de disque dur, on ne touche pas. Stockage sur disque dur physique, on laisse dynamiquement alloué. Voilà, donc là, on ne touche pas également à ce niveau-là. Et on clique sur créer. Voilà, notre machine est créée. Bouton droit sur la machine. Configuration. Stockage. Ici, contrôleur IDE dans le lecteur CD-ROM, on clique sur vide. On sélectionne ce petit icône. Choose disk file. Et on va récupérer l'image ISO qui a été téléchargée. On clique sur ouvrir et on clique sur OK. À partir de là, on va double-cliquer sur notre machine pour pouvoir démarrer l'installation. Et l'installation va démarrer.
Alors, Graphical Install, ben oui, hein, on valide. Donc là, l'installation démarre. Alors, il me dit CMD kernel panic, not syncing, attempting to kill the IDLE task. Bon, si vous avez ce problème, vous fermez. Voilà, donc vous éteignez la machine, comme ça, et vous faites un bouton droit, configuration, vous allez sur système, processeur, on va par exemple rajouter un processeur. Donc ici, on va avoir 2 cœurs de processeur. OK. On recommence. Graphical Install, on valide. Patiente un petit moment. Voilà, ça a l'air de passer. On descend sur French. C'est ici pour le langage. Valide. Pour la situation géographique, France, on valide. Ici pour le clavier français, on valide. Voilà. Alors le nom de la machine, on peut laisser tel que c'est. On va continuer. Alors ici, on n'a pas de domaine. Donc, on clique sur continuer. Alors ici, un mot de passe. Donc, un mot de passe du super utilisateur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, pour pas l'oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on clique sur continuer. Alors ici, créer les utilisateurs et choisir les mots de passe non complets du nouvel utilisateur. Par exemple, Mousse. Je clique sur continuer. Je clique sur continuer. Un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur continuer. Là, il va détecter les disques durs. Alors, pour partitionner le disque, on laisse tel que c'est, utiliser un disque entier. On clique sur continuer. Le disque est sélectionné. On clique sur continuer. On va tout mettre dans une seule partition qui est recommandée pour les débutants. On clique sur continuer. Alors, là, il donne un message. Hein, il fait un petit résumé de ce qu'il va faire. Hein. On aura deux partitions, une partition primaire et une partition logique, une partition de swap, partition d'échange. Maintenant, on va cliquer sur terminer le partitionnement et appliquer les changements. On clique sur continuer. Alors, ici, dans partitionner les disques, il nous demande s'il faut appliquer les changements sur les disques. Ben oui, hein. Si vous dites non, ça ne va pas être pris en compte. Voilà le partitionnement. Il s'est effectué. Il va installer le système de base.
et jusqu'au bout. Ensuite, il nous demande s'il faut configurer l'outil de gestion de paquets. Faut-il analyser d'autres supports d'installation? Donc là, on laisse sur non, collection continuée. L'outil de gestion de paquets, donc le pays du miroir de l'archive, c'est la France. On laisse tel que c'est. On n'a pas de serveur mandataire, on n'a pas de proxy par lequel on doit passer pour pouvoir aller sur Internet. Donc on clique sur continuer. Voilà, donc là, il va configurer l'outil de gestion de paquets. Ensuite, dans la fenêtre configuration de Popularity Context, on laisse non. Donc là, on va rentrer dans la fenêtre choisir et installer les paquets. On décoche environnement de bureau Debian parce que nous, on travaille en mode serveur. On décoche GNOME également. Et on va laisser tel que c'est. Par contre, on va installer notre serveur SSH. On va cliquer sur continuer. Alors, le serveur SSH, ça va permettre de pouvoir nous connecter en SSH à notre machine. Si on va installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal, ben oui. On clique sur continuer, on sélectionne la partition sur laquelle installer GRUB et on clique sur continuer. Lorsque l'installation est terminée, il y a l'écran terminer l'installation qui apparaît. On clique sur continuer. Voilà. Le système va redémarrer. Debian Linux, on valide. Et on arrive sur l'écran avec le Debian logging. Donc rousse, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas saisi bon logging. Donc, ça, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On y arrive. Et voilà, donc on est sur notre Debian. Alors, on va sortir de là. On va éteindre notre machine. Voilà. Alors maintenant, on va lancer GNS3. On va se créer un nouveau projet. On va lui donner un nom, par exemple, projet 2. Voilà. Projet 2. Voilà, donc là, on a bien
tous les matériels. Et on va introduire ici la machine Debian. Donc on va faire Edit. On va aller sur Préférences. Ici, on va descendre sur VirtualBox. Si moi j'ai une machine déjà que je vais déliter, je n'en ai pas besoin. On va aller sur New. Run this VirtualBox VM on my local computer. Oui, Next. Et on va aller se chercher la machine que l'on a créée. Il me semble que je l'avais appelée serveur 1. Voilà, on va la récupérer, serveur 1. Et ensuite, on clique sur Finish. Je clique sur Apply, je clique sur OK. Et donc, dans la liste des matériels aussi, on va avoir notre serveur 1 qui va être ici. Et donc, on va pouvoir construire un petit réseau dans lequel, par exemple, je vais pouvoir avoir un routeur dans lequel je pourrais avoir également donc un switch et dans lequel je pourrais avoir par exemple un VPCS si je souhaitais. Bon, je vais laisser le VPCS de côté. Je vais plutôt récupérer le serveur qui est ici. Voilà. Le switch, le routeur. Voilà. Alors, ce qui sera intéressant également, c'est de pouvoir, ici, je vais créer une deuxième machine. Donc, je vais cloner le serveur 1. Je vais l'appeler ici, serveur 2. Donc, je vais créer une nouvelle machine avec Debian 12 installé dessus. Et je vais tout simplement lui donner un autre nom. Je clique sur suivant. Il me demande si c'est un clone intégral. Ben oui, hein. Je clone. Je clone cette machine. Donc ça me permet d'avoir un deuxième serveur à introduire dans mon réseau. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais pouvoir ajouter ce deuxième serveur. Ici, je vais me déplacer sur VirtualBox VM, New. Alors là, New. Donc, Next. Ici, on sélectionne le serveur 2. Apply, OK. Donc on a le serveur 2 qui est là. On peut le ramener pour le placer dans un autre réseau ici. Donc on va faire ça. Comme ça. Comme ça. Ici, on va mettre un autre switch en place. Voilà. De cette façon-là. Le routeur, il a deux interfaces, on laisse tel quel, c'est bon, ça va être suffisant. Et ici, on va faire la chose suivante, on va tout simplement maintenant raccorder les éléments, différents éléments au réseau. Donc, alors, avant de faire cela, on va faire échappe. On va d'abord venir sur cette machine Debian, on va la configurer, on va aller sur Network, on va ajouter un deuxième adaptateur. Deuxième adaptateur ici. Et on va faire Apply OK. Cette machine, on va faire exactement la même chose. Configure et dans Network,
on va ajouter un... Parce que là, est-ce que je l'ai fait? C'est celle-là. Bouton droit, configure. Network, voilà. Donc, on ajoute un deuxième adaptateur apply, OK. Ensuite, on va tout simplement raccorder ce deuxième adaptateur Ethernet 1. On va le raccorder au switch. Ici, Ethernet 1. On va le raccorder au Fast Ethernet qui est ici. Fast Ethernet qui est là, on va le raccorder à Ethernet 0. Et ici, on va raccorder le Ethernet 1 à l'Ethernet 1 ici. Alors, pour s'assurer des, des ports matériels qui sont utilisés, on clique sur ce symbole et les ports vont apparaître. Voilà. Voilà, donc on a un réseau, on va mettre en place notre, comment dirais-je, donc le plan d'architecture réseau hein, qu'on souhaite configurer. Donc ici, annotate AddNote, cette machine-là, elle sera dans le réseau 192.168. Allez, on va faire 2. Point 2 slash 24. Ici, cette interface-là, celui-là, il sera dans voilà, le il sera dans le réseau 192. L'adresse IP, ce sera 192.168.2.1, puisqu'il doit pouvoir communiquer avec celui-là. Ici, on sera dans le réseau, à ce niveau-là, TextEdit 192.3.1. Et enfin, en duplicate ici, on sera dans le réseau de l'adresse IP, ce sera 192.168.3.2. Alors, cette machine-là, on souhaiterait quand même qu'elle communique avec la machine locale. Donc, on va lui ajouter ici sur le serveur A1, donc celle-là, on va lui ajouter, si on clique sur configuration, on va dans réseau, l'adaptateur 2 qui pour l'instant n'a pas été rajouté. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. Alors, on va démarrer ce réseau. Là, are you sure you want to start on device? Yes. Voilà. Donc là, tout va démarrer. On voit que les machines VirtualBox se lancent. On les voit. Là, tout est démarré. On voit d'ailleurs ici, vous voyez les deux machines qui se lancent. C'est-à-dire que dans un petit moment, tout est en train de s'activer. Donc celle-là, c'est bon. Celle-là qui a un problème apparemment. Donc la machine, la Debian 2 s'est lancée rapidement et la Debian 1 également. Hein, ouais.
Voilà, faut attendre. Non, celle-là ne s'est pas lancée. On va essayer de la redémarrer peut-être à partir d'ici. Hop. On va faire un reload. Quand on fait un reload, elle va redémarrer. C'est un petit moment. Voilà. Donc ne pas hésiter à redémarrer. Il ne faut pas oublier que c'est des environnements expérimentaux, donc parfois on peut avoir quelques problèmes voilà, qui peuvent se poser. Bien, alors l'objectif maintenant, ça va être de faire cette config-là, puisque là on veut du 2.2 et là on veut du 3.2. Donc ici, bien évidemment, hein, je vais aller saisir le mot de passe. 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas saisi le bon mot de passe, donc ce et 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. SU moins. Passer en mode route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour accéder au mode route hein, sur la Debian. Ensuite, ici, je vais faire comme j'aurais pu faire un sudo. Hein. Je vais faire comme ça. C'est pas, alors comme c'est pas conseillé de faire comme ça. Normalement, il faudrait travailler avec un sudo, mais là, nano slash etc slash network slash interfaceuse. Ce fichier, c'est le fichier qui va me permettre de définir l'adressage de mes interfaces. Donc, ici, ce qui va m'intéresser, c'est cette interface ENP0S3. Alors, ENP0S3, lui, si on va regarder, d'abord, il aurait peut-être quand même fallu, alors on va sortir de la CTRL X. Voilà, alors d'abord, on va faire un clear. On va faire un IP à DDR pour commencer, pour voir un peu les interfaces qu'on possède. Bon, on a l'interface ENP0S3 qu'on voit, qui est en 10.0.2.15. Et on a l'interface ENP0S8. Lui, c'est l'interface que j'ai rajoutée tout à l'heure. Il n'a pas d'adresse, donc c'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Donc, je recommence. Donc, je vais rappeler la commande avec nano. Et je vais descendre dans mon fichier pour pouvoir configurer cette interface qui a été rajoutée. IFAS ENP 0S8 inet statique. Ça va permettre de définir une adresse IP statique que je vais donner moi-même, manuellement. Alors, bien évidemment, hein, si on a oublié, pas de problème. Comment on fait? Il suffit de venir ici sur Internet, vous allez sur Google, et là, vous faites, par exemple, /etc network interfaceuse, et vous allez par exemple sur un exemple, hein, vous voyez moi-même j'oublie, hein, pour aller voir un exemple de configuration statique, et puis voilà, on vous donne la façon de configurer ici, hein, interface, on vous donne l'adresse, comment on la met en place, le masque, l'adresse de broadcast et la gateway. Donc on peut s'inspirer de ça quand on revient ici. Donc on nous dit adresse. Je ne sais pas s'il y a le D à adresse. On va aller voir. Je ne retiens pas forcément. Voilà. 192.168.2.2, puisque c'est l'adresse qu'on avait choisie. Le netmask, lui, ça va être 255.255.255.0. Et la gateway,
Il suffit de venir sur notre schéma, ici. Revenons sur notre schéma. Schéma GNS3. J'arrive pas à suivre, voilà. Donc ici, ça c'est l'adresse que j'ai mis, et la gateway c'est ça. Donc ça veut dire que ici, la gateway ce sera 192.168.2.1. L'adresse de broadcast, alors qu'est-ce que c'est que l'adresse de broadcast? L'adresse de broadcast, c'est tout simplement une adresse de diffusion. C'est la plus grande des adresses du réseau auquel appartient notre machine. Par exemple, notre machine, ici, si on vient sur ce schéma-là, notre machine, celle-là, elle appartient au réseau 192.168.2.0/24. C'est ce qu'on avait expliqué hier. La plus grande des adresses, c'est 192.168.2.255. Et cette adresse-là, elle est spécialement réservée aux machines lorsqu'elles veulent communiquer avec l'ensemble des machines du réseau. C'est-à-dire que lorsqu'une machine veut communiquer avec l'ensemble des machines du réseau, elle va utiliser l'adresse de broadcast. C'est-à-dire ici, on peut spécifier ça si on veut. Dans un fichier, je vais le faire après que j'aurai fini cette manipulation. Donc ici, on revient ici. Voilà. Donc l'adresse de broadcast 192.168.250, non, .2, excusez-moi, .2.255. On va sauvegarder cette configuration, CTRL-O, hop, CTRL-X. On va faire un if dan enp0 et suite. Voilà. Et on va faire un if np0 et suite. Voilà. On va faire un IP ADDR et on voit que l'adresse est activée. Donc if done pour désactiver l'interface, if app pour l'activer, et voici notre machine est configurée. Et donc, à partir de là, une fois que cette machine est configurée, je pourrais configurer par exemple ce routeur, comme on a appris à le faire hier. Donc l'interface est F00, on va lui affecter le 2.1, F01, on va lui affecter le 3.1. Donc bouton droit sur notre routeur, console. Et on commence un conf t, int f0/0, f0/0 pour sélectionner cette interface. Et donc, on lui donne l'adresse IP adresse 192.168.2.1, 255.255.255.0. Nos chats. Alors, on va faire juste un exit pour sortir de la configuration de l'interface F0/0 et on va rentrer dans l'interface, le deuxième. Et celui-là, c'est le F01. Comme ça, on va les configurer tous les deux. F0/1 qui, lui, a une adresse IP qui est 3.1. Donc, IP 192.168.3.1 et 255.255.0. À partir de là, on va faire nos chats, bien sûr. Nos chats. On fait un exit. On fait un exit. On fait un write pour sauvegarder. On fait un show IP interface brief pour pouvoir observer si c'est OK. Et si on vient sur notre machine qui est ici, donc si je viens sur la machine Debian qui est là, on pourrait, normalement, on devrait pinguer celui-là et celui-là à partir de notre machine Debian.
on y va, on va faire un ping 192.168.2.1, ça marche, et on va faire un ping 192.168.3.1. Alors, le 3.1, lui, ça marche, voilà. Non, ça marche pas. C'est bien le 3.1. On va aller jeter un petit coup d'œil ici. C'est celui-là, 192.168.3.1, qui semble ne pas marcher. On va revenir ici. Revenir plutôt ici, excusez-moi. Voilà, donc on fait un CTRL-C. On se le refait. Ping 192.168.3. Et là, ça marche toujours pas, donc on verra comment régler ce problème. Voilà. Bien, donc là déjà, on a fait une première partie dans laquelle on a pu incorporer notre machine Debian à ce réseau. Donc ça et ça communiquent ensemble. Et là, avec celui-là, ça ne communique pas ensemble. Alors maintenant, on va, dans un premier temps, tenter de rajouter une interface à cette machine serveur 1.1 pour qu'on puisse communiquer avec elle à partir de notre machine réelle. Alors voyons déjà, est-ce que si on va sur une invite de commande, je vais sur un terminal par exemple, notre terminal, est-ce que j'arrive à pinguer cette machine-là? Ping 192.168.2.2. Commence. Alors, ping 192.168.2.2. On voit qu'on n'arrive pas à pinguer cette machine. Donc, ce qu'on va faire, on va l'arrêter. Stop. On va faire bouton droit, on va la configurer. Dans Network, on va rajouter un troisième adaptateur, pardon. Donc, voilà le troisième adaptateur. Ici, on va faire. Alors, il dit changing the number of adapters while links are connected isn't supported yet. Please delete all the links first. Donc, on va annuler. On va venir ici. On va supprimer ce lien. On va venir là. On va revenir ici, faire un bouton droit, cliquer sur Configure, Network, et on va ajouter un troisième adaptateur. OK. On va se positionner ici. Là, on va cliquer sur ce symbole. On resélectionne Ethernet 1. On va sur le switch, Ethernet 0. Voilà. On va aller donc voir si on a bien ce troisième adaptateur. Est-ce qu'on le voit maintenant sans démarrer la machine ou pas? Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième. Alors ici, donc ce qu'on va faire, ça c'est l'adaptateur numéro 2 qui avait été activé tout à l'heure. Et l'adaptateur 3, on va activer cette interface. On choisit réseau privé route et on va choisir Virtual Host Only Adaptateur par exemple. On va faire OK. Et on va tenter de démarrer notre machine. Start. Démarre notre machine. Voilà, donc la machine démarre. Elle est ici. Elle est en cours de démarrage à ce niveau-là. Voilà. Et lorsque notre machine aura fini de booter, donc
On s'y connecte. Alors, on se connecte à notre machine. Voilà, IP ADDR. On a bien le ENP 0S9 qui a été rajouté. Alors, ENP 0S8, par contre, il a perdu son adresse IP. ENP 0S3, lui, il est toujours existant. Alors, voyons pourquoi il a perdu son adresse IP. Si je fais un essuie-moi, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais un slash etc slash network slash interfaces. On a pourtant le ENP 0S8 qui est tout le temps ici. Mais ça n'a pas été pris en compte. Alors on va essayer le if app ENP 0S8. Alors, si je fais IP ADDR, voilà, l'adresse là, elle a bien été affectée. Il y a eu un problème d'affectation de l'adresse au démarrage. Le ENP, pour terminer, ici, si je cherche le ENP, alors je vais venir ici, hein, si je clique à ce niveau-là, on voit bien que l'interface 1, il est en NAT, l'interface 2, il est en desktop pilote générique, un UDP tunnel, c'est ça qui permet de communiquer avec la machine, avec GNS3. Et ici, c'est le réseau privé hautain que je souhaite paramétrer pour qu'on puisse communiquer avec cette machine via la machine haute. Alors, pour configurer cette machine, il faut d'abord bien observer ici, sur l'interface 3, on est sur le réseau privé haute qui s'appelle Virtual Host Only Ethernet Adapter. Donc, on va venir dans Fichier. Alors, moi ici, j'ai directement gestionnaire de réseau hôte. Vous devriez avoir outils, hein, je pense. Hein. Alors, gestionnaire de réseau hôte. Et ici, quand je suis dans gestionnaire de réseau hôte, ben, je constate que le Virtual Host Only Ethernet Adapter, sur lequel est connectée ma machine VirtualBox, elle a pour adresse IP 192.168.56.1. J'ai désactivé le DHCP, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez cette machine Virtual Host Only Ethernet Adapter, le réseau, il est dans le 192.168.56.1. Ce qui veut dire que cette machine-là, celle-là, elle a plusieurs interfaces. Elle a, comme on vient de le voir, première interface. Je vais faire un add note ici. Elle a un première interface qui est le E0, qui lui a pour adresse IP 10.0.2 ou 3, ça dépend, point 15. Si on va la regarder, et si je viens ici sur serveur 1, et si je viens là, on a bien l'interface ENP0S3 qui a pour adresse IP 10.0.2.15/24. On avait expliqué, alors je reviens ici, hein, donc ici, hein, donc ici, /24. Alors vous, peut-être c'est 3, peut-être que les camarades qui sont avec VMware Workstation, c'est autre chose. Cette interface-là permet à cette machine-là d'aller sur Internet. Ensuite, on a l'interface E1 qui est ici. Celui-là, cette interface E1, lui, c'est lui qui permet à la machine d'être connectée au réseau GNS3. Et on a également l'interface E2, deuxième interface, qui, lui,
qui va avoir pour adresse IP 192.168.56. On va lui donner une adresse en 56.2/24. Comme ça, il sera connecté à l'interface virtuelle de la machine haute. Alors, on avait expliqué en classe que cette interface-là, si je reviens sur le serveur 1, l'interface ENP0S9 ici, donc si je vais faire sur ma machine, si je fais IP config, sur la machine Windows, si je fais IP config, je vais retrouver quelque part ici, alors le 192.168.56, pour moi, vous, ça dépend de ce que c'est. Voilà, il est là. Voilà, donc là, ici, vous voyez, donc j'ai cette interface virtuelle, c'est la carte Ethernet 2 qui est en 192.168.56.1. Ce qui veut dire, donc ça c'est ma machine réelle, ça c'est une interface réseau virtuelle, ce qui veut dire que la machine serveur 1 qui est ici, elle va avoir la possibilité de communiquer avec cette interface virtuelle qui est sur ma machine. Et donc ma machine pourra communiquer avec cette interface virtuelle et par là même avec la machine serveur 1. Pour qu'on puisse arriver à ça, on va venir ici. Alors peut-être, voilà, donc là on va configurer le réseau, on va faire un anneau /etc/network/interfaceuse. Voilà. On va descendre un petit peu plus bas ici, là. Et là, on va sélectionner tout ça. Sélectionner avec la touche mise à jour. Et je présume que ici, si on veut... alors, peut-être pas couper. Ce que je vais faire, je vais le copier. Je vais refaire, parce que sinon ça semble un peu compliqué là, sur mon PC à moi. Donc, IFS ENP0S9. Pour moi, le troisième interface s'appelle comme ça. Quand on a fait IPADDR, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, je veux qu'il soit configuré en statique. Je veux que son adresse, ce soit 192.168.56.2. Son netmask, ça va être 255.255.255.0. La gateway, ça va être 192.168.56.1. Normalement, ça devrait être ça, puisque l'objectif, c'est qu'il puisse communiquer avec la machine locale sur laquelle il y a l'interface virtuelle. Et enfin, l'adresse de broadcast, ça va être 192.168.56.255. Alors ici, l'adresse de broadcast, les camarades qui ne savent pas, ça c'est la plus grande adresse existante dans le réseau 192.168.56.0/24. Elle permet à une machine qui souhaite communiquer
avec toutes les machines du réseau d'envoyer ce qu'on appelle des trames de diffusion à destination de tout le monde. Il y a, par exemple, un protocole qu'on appelle le protocole ARP, dans lequel les trames de diffusion sont très utilisées. On va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure dans cette vidéo, hein, pour les camarades qui ne connaissent pas. Alors, en particulier, hein, ici, donc on peut dire ici, hein, en particulier, exemple, hein, dans le protocole ARP, par exemple. Lorsque on souhaite trouver sur le réseau l'adresse physique d'une machine donnée. Alors je laisse ça comme ça pour l'instant, peut-être pour donner plus d'explications ultérieurement. C'est important ces choses-là parce que on a l'impression que c'est pas important. On se dit bon bah après tout, pratiquement je sais faire une adresse IP, etc., etc. Ça suffit. Oui, mais le problème c'est que à un certain moment, quand on veut analyser un réseau ou quand on veut faire de la cybersécurité, faut avoir une notion de la façon dont fonctionnent, si vous voulez, les protocoles réseau, hein, parce que sinon, on va pas aller loin. Alors, CTRL O, hop, CTRL X. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, pour pouvoir activer tout ça, on va faire un if down enp0s9 et on va faire un if app enp0s9. Voilà, si je fais IP ADDR, ben, il se trouve que j'ai bien 192.168.56.2/24. Une chose importante, hein, comme on est dans des environnements de laboratoire, chaque fois que vous démarrez vos machines, faites un IP ADDR pour vous assurer que vos cartes réseau, elles ont bien des adresses IP qui leur ont été attribuées. Ici, on voit que le NP0S3, qui est du NAT, il a bien l'adresse 10.0.2.15. On voit que le NP0S8, qui est la carte réseau qui permet à notre machine de communiquer avec GNS3, elle a bien l'adresse IP 192.168.2.2. Et on voit que l'interface NP0S9 qui devrait nous permettre de communiquer avec cette machine, elle a bien pour adresse IP 192.168.56.2. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va voir si on arrive à communiquer à partir de notre machine hôte avec cette machine. Donc je vais faire un ping 192.168.56.2. Ça marche. C'est parfait. Et maintenant, si je fais un SSH, le nom de ma machine, le nom le nom d'utilisateur que j'ai créé sur la machine Debian, arrobase, ensuite l'adresse IP 192.168.56.2. Si je fais ça, voilà, donc là, il me demande si je veux continuer. Hein. Il m'explique ici qu'il y a ce qu'on appelle une empreinte SHA 256 que je vais donc accepter ou pas. Yes, on va faire un yes. Là, il demande
le logging de la machine que j'ai créée sur la Debian. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je me retrouve sur ma Debian. Alors, bien évidemment, cette façon d'utiliser le SSH, c'est une façon qui va pas être du goût des logiciels lorsqu'on veut lancer de l'automatisation. Les logiciels, comme Ansible, Python, le scripting Linux, etc., lorsqu'on veut automatiser quelque chose, il ne faut pas qu'un mot de passe leur soit demandé. Bon, on va voir comment on fait cette chose-là après. Mais là, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que je suis dans une interface directement sur ma machine. Vous voyez, avec ce protocole SSH qui me permet d'administrer à distance ma machine, je suis directement sur la machine serveur 1. Et je peux, donc à partir d'ici, à partir de cette interface, je peux faire un ping 192.168.2.1. Voilà, donc je ping bien le routeur de la GNS3. Donc là, on est plus à l'aise pour pouvoir faire quelques travaux. Si on continue et que vous voyez donc sur GNS3 ici, donc là actuellement je suis connecté ici. Et je veux pinguer celui-là, c'est bon, ça marche, mais celui-là par exemple, si je veux le pinguer, pourquoi ça ne marche pas? Si je fais un 192.168.3.1, eh ben ça ne marche pas. Pour quelle raison est-ce que ça ne marche pas? D'abord, écoutez, on va aller vérifier hein, tout simplement sur ce routeur-là. Donc j'ai la console du routeur qui est ouverte ici. C'est que c'est bien ce qu'on a configuré. On a bien ici cette partie-là qui est bien configurée. Si je fais un show IP route, hein, voilà, j'ai bien les routes hein, qui sont bien définies. Hier, ça avait marché. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Allons voir ici, sur la Debian, qui est ici, on voudrait afficher ces tables de routage. Alors, je vais faire un IP route, hein, je pense, c'est bien ça. Donc si je fais un IP route, voyons les tables de routage qu'on a. Alors qu'est-ce que c'est une table de routage hein? Même sur un système Linux, on a une table de routage. C'est ce que j'avais expliqué hier, hein, c'est-à-dire qu'un système peut être transformé en routeur. En l'occurrence, celui-là, on constate que celui-là, il a bien donc plusieurs choses. D'abord, il possède une route par défaut. La route par défaut, c'est le 10.0.2.2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, route par défaut? On va essayer de venir ici pour expliquer un petit peu les choses. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, pour expliquer un petit peu cette notion de route par défaut, donc on a ce serveur, celui-là, qui possède un certain nombre de routes. Voilà, donc on va aller les voir ici, là, où est-ce qu'elles sont. Voilà. Je les ai vues tout à l'heure. Hein. Je sens que c'est ici. Hein. Ah, je vais recommencer, c'est plutôt celui-là, je me suis planté là. C'est ici hein, qu'il faut faire le IP route. Moi aussi, je l'avais fait, hein. Je l'avais fait, mais voilà. C'est bon. Donc, vous voyez, donc ce serveur possède un certain nombre de routes. Je fais ça. Voilà. Je vais venir ici sur mon GNS3. Je vais annoter. Alors, voilà, je vais créer une annotation ici. Je vais coller, mais je vais bien évidemment, hein, je vais essayer de faire ça un peu proprement. Donc, la table de routage de ce serveur, c'est ça. Alors, je vais la simplifier. Hein. Donc là, on a une route par défaut, default via 10.0.0.2. On va expliquer ce que c'est une route par défaut. Ici, on a une route vers le réseau, d'accord, 10.0.2.0. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Et je vais quand même laisser... Hein.
Ici, on a une autre route 169.254.00/16. Donc, je vais effacer les routes qui ne m'intéressent pas, parce que là, on est dans une adresse. Je vais la laisser. Allez, je vais la laisser. Hop. Je vais faire ça. Ici, on a une autre route. Par exemple. Et ici, on a une autre route. Hop. Donc, qu'est-ce que ça signifie ces routes-là? Sachant que ce serveur 1, et quand je veux tenter de communiquer avec lui, par exemple, je viens ici, et là, je vais me positionner sur... je vais essayer d'ouvrir un autre terminal, ici. Bon, pas obligatoirement, je peux rester sur le schéma qui est ici. Voilà, ce serveur-là, lui, qu'est-ce qui se passe? Ce serveur-là, quand, par exemple, oui, je vais me remettre sur ce serveur hein, et je vais faire un ping 192.168.3.2.1, pardon. Voilà. Donc là, il me dit que la destination, c'est pas possible. Et il me renvoie une réponse de 192.168.1.254 qui est ma passerelle physique. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ici? Quand je fais un ping à partir de cette machine et je lui donne cette adresse-là, celle-là, qu'est-ce que va faire ce serveur-là? Il regarde les interfaces qui lui sont directement connectées. L'interface qui lui est directement connectée, c'est 192.168.2.2/24 et il connaît le réseau, donc 192.168.2.0. Ce qui fait que quand je suis sur ce serveur-là, quand je veux pinguer cette interface-là, qui est 192.168.2.1, et qui se situe sur ce réseau-là, cet ordinateur-là sait qu'il va transmettre l'information via cette interface-là, puisqu'il connaît le réseau alentour. Lorsque je veux communiquer avec le réseau 192.168.56.2, par exemple, si à partir de ce serveur, supposons je vais me positionner dessus, hein, ici, là, hop. Et si je ping, par exemple, 192.168.56.1, qui est la passerelle, pas de problème, ce serveur communique avec les éléments qui sont sur ce réseau-là parce que ici, on voit que ce réseau lui est directement attaché. Quand je veux communiquer avec Internet, par exemple ici, je vais venir ici. Non, pardon, je vais revenir plutôt ici. Si je fais un ping www.wanadoo, par exemple.fr, ça marche également parce que, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui fait ce serveur 1? Ce serveur 1, il constate que le réseau qui contient Wanadoo n'est pas sur ce réseau-là, donc il n'envoie pas le paquet là-dessus. Il n'est pas sur ce réseau-là, donc il n'envoie pas le paquet là-dessus. Il va l'envoyer où? Il va l'envoyer via cette interface-là parce qu'on a défini une route par défaut. On a écrit default via 10.0.2.2 dev enp0s3. Ça veut dire qu'on dit, en quelque sorte, voilà, pour tout paquet de données que tu vas envoyer vers un réseau que tu ne connais pas, tu dois le faire transiter par la route par défaut. C'est pour ça qu'on arrive vers Internet. Et donc, c'est le même raisonnement pour cette adresse-là. Vous voyez, quand on va faire ici, à ce niveau-là, quand on va faire un ping, à partir de la machine, si je fais un ping 192.168.3.1, ici, il me dit qu'il ne le trouve pas. Pourquoi? C'est parce que, je reviens sur ce schéma, c'est parce que ce serveur va tout simplement, il ne trouve pas le réseau 192.168.3.0 qui lui est directement connecté.
Donc, il va utiliser la route par défaut. Il transmet le paquet vers Internet. Mais quand on transmet vers Internet, cette adresse n'existe pas. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir travailler la table de routage qui est ici pour pouvoir rajouter, en fin de compte, il va falloir rajouter une route pour dire comment il faut y aller sur ce réseau-là. Il va falloir dire, donc lui expliquer que pour aller vers ce réseau-là, eh bien, il va falloir utiliser, donc, envoyer le paquet via cette interface-là. C'est via cette interface-là qu'il va falloir envoyer le paquet pour atteindre ce réseau. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire maintenant. Pour ça, bah, écoutez, on va s'aider d'Internet. Hein. Comme ça, on voit comment il faut travailler sans qu'on passe par un document obligatoirement. Donc sur Internet, on va écrire ajouter des routes. Mieux que ça, par exemple. Ajouter, alors ça c'est ajouter d'une route de manière permanente. Ajout d'une route statique à la table de routage. Voilà, par exemple ici, on a sudo route add. Pourquoi pas, c'est bien ça. Ça c'est de l'Ubuntu, normalement, la Debian, ça devrait fonctionner également, ou sudo. Voilà, donc là on a ce qu'il faut ici pour aller s'inspirer un petit peu de ce qu'on doit faire. Alors, voilà, donc là, on a beaucoup d'explications qui nous sont données. Alors là, on nous dit, alors, pour pouvoir ajouter une route, qu'est-ce qu'on fait? On écrit sudo route add -net, donc on va spécifier le réseau qu'on veut atteindre, le masque du réseau qu'on veut atteindre et la passerelle. On va sélectionner tout ça. Alors, le sudo, c'est pas la peine puisqu'on a... alors bien sûr, on ne se met pas généralement en mode administrateur hein, pour des raisons de sécurité. On travaille plutôt avec sudo. Nous, pour des raisons de facilité, pour ne pas avoir tout le temps à taper sudo, on peut faire ici, alors on pourrait faire le sudo hein, si on veut, mais on va faire le et suis-moi, on va aller directement ici. Voilà. C'est pas conseillé, bien sûr, de faire ça en entreprise. Alors, pour l'instant, on est en formation, on reviendra sur les bonnes pratiques doucement. Allez, route add -net. Quel est l'objectif? C'est de rajouter une route pour aller vers ce réseau-là. Ce réseau, c'est le réseau 192.168.168.3.0. Le masque, c'est bien celui-là. Ici, la passerelle. Alors, la passerelle, on va ici. La passerelle, ça devrait être celle-là. 192.168.2.1. Là, on va mentionner la passerelle. 192.168.2.1. On valide. Alors, il me dit que la commande route n'est pas trouvable, donc on va plutôt utiliser, alors sinon il faudrait l'installer, on va plutôt utiliser cette deuxième syntaxe, et parce que route, il n'est pas trouvable parce que le paquet n'est pas installé. On pourra aller chercher sur Internet comment faire. Comme hyperroute nous existe, on va utiliser tout simplement cette autre syntaxe. Allez, voilà, on va faire ça. CTRL-C. On revient ici. Et je vais supprimer ça. Et je vais plutôt coller cette deuxième syntaxe-là. Bien sûr, vous pouvez rechercher le paquet qui possède route, hein, IP utile, quelque chose comme ça. Ou NetTools, ça me semble. 192, on pourra acheter un coup d'œil ultérieurement. 192.168.3.0/24, l'adressage CIDR dont je vous ai parlé hier. Et via, donc on va tenter de mettre via 192, 192.168.2.1. On valide. Si je fais un IP route, est-ce que la route a bien été rajoutée? Elle est là.
Voilà. Et si je tente de pinguer, est-ce que ça marche? Elle est là, pardon, excusez-moi, elle est là, elle est là. Est-ce que ça marche ou pas? Alors voyons. I ping 192.168.3.1. Alors, est-ce que ça marche? Bon, ça a l'air de marcher. Donc là, on a résolu le problème. Alors attention, attention. Si on éteint l'ordinateur qui est ici, eh bien, si on fait ensuite, quand on va le réouvrir, si on fait un IP route, le problème qui va se poser, c'est que cette route-là, on ne va pas la retrouver. Et donc, du fait que l'on ne retrouve pas cette route-là, le problème qui va se poser, c'est que donc le ping ne va plus fonctionner. Donc là, l'objectif, ATP pour vous, on va poser ici, hein, hop là, parce que je présume, dans une zone de recherche, ici, une note, bloc-note, bloc, voilà. Travaux pratiques. Il faudra, premièrement, par exemple, rechercher comment persister des routes dans Linux. Comment faire pour que ces routes-là persistent. Donc là, il faut chercher sur le net, mais ultérieurement. Donc là, déjà, ça marche, ça c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire déjà un exit. On va aller sur l'autre machine, le serveur 2 qui est ici. Et ce serveur 2. Alors ce serveur 2, on n'a pas mis d'adresse du tout dessus. Hein. Si je fais un IP ADDR pour ce serveur 2 ne possède que deux cartes réseau. Donc, ce serveur 2, sa carte réseau, c'est 192.168.3.2 qui est ici. Donc, on va aller paramétrer l'adresse IP de ce serveur. Sa passerelle, ce sera ça. Et l'adresse de broadcast, hein, ça, ce sera... on va le mentionner sur l'adresse de broadcast. Donc, on va aller sur le serveur 2. En faisant un clear ici. On va faire un nano. Alors, si je fais d'abord sudo, tiens. La commande sudo n'est pas trouvable sur la Debian. Donc, l'objectif, ce serait de l'installer. On va laisser l'installation de sudo pour l'instant, que vous ne l'avez pas. Mais comme deuxième TP, installer la commande sudo sur Debian. Et voir comment paramétrer le système pour pouvoir l'utiliser. Pour ceux qui ont installé une Debian, ceux qui n'ont pas installé une Debian, bon, ils ont que le premier TP à réaliser. Alors, ici, on va faire un essuie-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'instant. Ensuite, ici, on va faire un nano /etc/network/interfaceuse. On va paramétrer donc l'interface qu'on a vue tout à l'heure. Attention, vérifiez bien, vous, c'est quoi l'interface? Est-ce que c'est une P0S8? Alors, inet statique, adresse, on a dit que c'était 192.168.3.2. On a dit que le net mask, c'était 255.255.255.0. On a dit que l'adresse de broadcast, c'était 192.168.3.255.
C'est la plus grande adresse du réseau actuel. On va placer la gateway avant quand même. Juste un peu la bonne pratique, hein. 192.168.3.1, c'est la passerelle, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On sauvegarde. Bien. On va faire un if, down enp 0s8. Alors il dit qu'il n'est pas encore configuré, mais ça n'a pas d'importance le message. enp 0s8. Voilà. Si je fais IP ADDR, on a bien la machine qui est configurée. Alors voyons si à partir de la machine Debian, parce que vous voyez donc quand c'est connecté en SSH à notre machine Debian ici, hein, tout à l'heure on l'a fait, c'est-à-dire que là, dans cette interface-là, on est connecté actuellement sur ce serveur-là. Donc, si je fais un ping 192.168.3.2, est-ce que je communique avec ma machine ou pas? Vous voyez, je ne communique pas avec la machine. C'est-à-dire que là, pourtant, vous voyez cette machine, elle ping celui-là, mais cette machine, non. C'est le même problème que pour ce serveur. Parce que quand je vais pinguer, qu'est-ce qui va se passer? À partir d'ici, je ping cette machine. Il y a un paquet qui va partir d'ici. Il va voyager, tac, il va arriver ici, hein, puisque on a configuré cette machine pour lui dire par où envoyer le paquet, vers où envoyer le paquet pour atteindre ce réseau. Donc il n'y a pas de problème. Le paquet, il arrive ici, mais cette machine-là, elle sait qu'elle doit renvoyer une réponse à cet ordinateur-là, puisque dans le paquet d'informations, il y a l'adresse de l'expéditeur. Le problème, c'est que pour renvoyer sur le 192.168.2, hein, pour renvoyer sur ce réseau-là, cette machine-là, elle ne sait pas par où envoyer son paquet, puisqu'elle a deux interfaces, n'oublions pas, d'ailleurs je vais le faire. Hop. Si je fais un duplicate ici, je vais faire un duplicate. Cette machine-là, elle a cette interface qui lui permet d'aller sur Internet. Donc, quand elle reçoit le paquet, comme elle ne connaît pas ce réseau-là, elle va utiliser la route par défaut, qui est celle-ci. Donc, il va falloir lui dire à cette machine que pour aller sur ce réseau-là, comme on a fait tout à l'heure, il faut passer par ici. Alors, allons voir comment on a fait tout à l'heure, parce que je ne m'en souviens plus. Hop, nous, on avait utilisé cette commande. Sudo su déjà. Suis-moi, pardon, parce que sudo, on a dit que ça n'existe pas encore. 5.6. Et là, si je fais si je rappelle les commandes que j'ai fait, voilà, donc j'avais fait la commande suivante à iproute add 192.168.3.0/24 via la passerelle. Et bien sur le serveur 2, on va faire exactement la même chose. Et on peut diminuer la fenêtre ainsi. On veut voir ici, là, hop, on va faire la même chose, mais bien sûr en lui précisant plutôt, donc c'est iproute add, on va le retenir quand même. Hein. Alors, IP, peut-être on peut aller ici hein, sur, on peut dimensionner un peu quand même. Voilà. Donc IP route add 100. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, désolé. C'est ça. Donc voilà, donc iproute add, on a dit, hein, 100. Alors, peut-être y arriver. C'est le serveur de iproute add 192.
route add 192.168.3.0. C'était 2.0 puisqu'il doit atteindre le réseau 2 de 24 bits via 192.168.3.1. C'est bien ça. Voilà. Tentons de pinguer la machine 192.168.2.2. Ça marche. Et si je reviens sur l'interface, alors où est-ce qu'il est passé cette interface? Si je reviens sur la Debian qui est ici, si je fais un ping 192.168.3.2, ça marche. Alors attention, la route qui a été définie ici n'est pas, plutôt la route qui a été définie dans cette machine-là n'est pas persistée. Donc quand la machine va redémarrer, ça ne va pas fonctionner. Donc il faudra rechercher comment la persister au démarrage. Plusieurs solutions, ça peut être un script qui va se lancer au démarrage, ça peut être là à vous de réfléchir. Donc il faudra rechercher comment persister des routes dans Linux. Ensuite, ici, donc on va se connecter à cette machine-là. Voilà, donc on a fait notre première partie, on a configuré entièrement ce réseau pour que des machines Debian puissent communiquer à travers ce réseau. Donc on peut faire quelque chose de très complexe ici. Et on s'est connecté en SSH à cette machine-là. Maintenant, l'objectif, c'est de voir comment on se connecte en SSH à des machines sans qu'il y ait une demande de mot de passe qui soit faite pour que les logiciels comme Python Ansible puissent pouvoir lancer des configurations, même du scripting Linux. Alors, pour régler ce problème de SSH, qu'on va faire ici, on va générer une clé publique-privée. Ensuite, on va envoyer la clé publique sur cette machine-là. Alors, il y a quand même une condition préalable, c'est que les deux machines ont le même nom de login, c'est-à-dire que sur cette machine, on a un login qui est mousse, sur celle-là, on a un login qui est mousse. Et vous avez votre login à vous. Pourquoi? Parce qu'on les a clonés, ces machines-là. Ça, c'est intéressant que les deux machines soient créées avec le même login pour ne pas faire de configuration plus compliquée que ça. Ensuite, ici, on va venir sur le serveur 1, sur lequel on est déjà connecté. On sort du mode administrateur, on va faire un clear. Une fois qu'on est sorti du mode administrateur ici, on va générer une clé qui est gen-ssh. Alors, d'abord, il y a quelque chose d'important à générer. On va faire quand même cat tilde slash point ssh. Un ls, pardon. Un ls, voilà, tilde slash point ssh. Donc là, ça permet de voir, puisque ce dossier-là, c'est le dossier qui va contenir la clé publique-privée. Ça permet de voir si cette clé publique-privée, elle existe déjà ou pas. Donc on va la générer, qui est gen-ssh. Là, il me dit que cette commande-là est introuvable. Alors on va aller voir si c'est la bonne commande, bien évidemment. Google. Alors, qui est gen-ssh. On a bien la bonne commande. Donc, cette commande, elle est ici, donc c'est ssh plutôt -kgen. Donc, pour vous dire que j'ai pas de document en main, bah écoutez, tant mieux, comme ça, ça permet
de travailler comme vous-même vous travailleriez. Voilà, donc SSH-keygen. Alors, il me dit Generate Public Private RSA Key Pair. Enter file in which you to save the key. Donc là, l'objectif, c'est de la sauvegarder dans ce fichier-là par défaut. Hop. Donc, il a créé le dossier. Il demande si on veut créer une phrase qui va servir de mot de passe pour que la clé soit protégée au cas où quelqu'un y accède via le réseau. Nous, on va pas, on va valider, hein, on laisse à empty et on valide encore une fois. Voilà, donc la clé public-privé a été créée. Alors, voyons ce qui se passe dans le dossier ici, .ssh. Eh bien, j'ai deux fichiers qui ont été générés. J'ai un fichier qui contient la clé privée et j'ai un fichier avec l'extension pub qui contient la clé publique. Si je fais cat id underscore RSA, pardon, c'est cat, à chaque fois j'oublie quelque chose, tilde, /.ssh, slash, voilà. Et j'ai toute la clé privée ici, qui est assez grande, qui va être affichée. Et je peux afficher également la clé publique. Il suffit de faire un point pub à la fin. Voilà, j'ai ma clé publique. L'objectif, c'est de pouvoir envoyer cette clé publique vers l'ordinateur distant. Alors, soit je pourrais faire un copie-coller pour aller la coller. On va essayer d'aller rechercher sur Internet une instruction. Il me semble que ça va être SSH, compile ID, je n'ai pas toutes les instructions en tête. Donc SSH compile ID for copy ID SSH key for server. Je vais aller voir comment ça s'utilise. Donc là, on nous donne l'utilisation, on nous dit qu'il faut utiliser la commande SSH compile ID. Je ne sais pas si on peut faire un copier-coller là. Voici, voilà. Donc je vais récupérer ça et on va transformer. CTRL-C, je reviens ici, je fais un clear, et je vais coller. Et là, donc je vais avoir SSH compile ID, -i, tilde SSH. À la place du fichier mk, je vais utiliser id underscore rsa.pub. Et donc, je vais envoyer ce fichier vers l'autre machine, dont le nom d'utilisateur est mousse, et l'adresse IP, c'est 192.168.3.2. Donc voilà, normalement, si je valide, alors même chose, un petit message pour pouvoir donc accepter, si vous voulez, donc de pouvoir établir la connexion avec l'autre distant, on fait un yes, et il me demande le mot de passe de la machine distante. Donc comme j'ai créé les mêmes mots de passe, le 3, 4, 5, 6, voilà. Et donc, normalement, nous avons de l'autre côté cette clé publique qui a été copiée. Hein. On va aller jeter un coup d'œil après, mais là pour l'instant on va tenter maintenant de se connecter à l'autre distance. Je vais faire SSH 192.168.3.2, je valide. Et là, directement, je suis sur l'autre machine. Alors bien sûr, on ne voit pas trop la différence parce que j'ai pas fait de changement, mais si vous faites une IP ADDR, hop, vous constatez que je suis bien sur l'autre machine. Alors, il y a une chose qu'on aurait dû faire aussi sur l'autre machine, on aurait dû changer le nom d'hôte. Hein. Si je fais SU, parce que là le problème c'est que si je fais host name, les deux machines ont le même nom. Ce qui n'est pas bon, et si je fais un IP à DDR, et je vais avoir également les machines qui vont avoir je présume, les mêmes adresses MAC, hein, les mêmes adresses physiques.
Donc on aurait dû procéder à un petit changement par rapport à ça. On va faire un exit ici pour sortir. On va faire un exit pour sortir de l'autre machine. Et parce que quand je fais un exit, je sors de la machine distante. Donc on va changer le nom de la machine distante là. Alors pour ça, on va faire, alors non, on va pas le faire comme ça, on va plutôt le faire, où est-ce qu'elle est ma machine? Serveur 2, elle est là. Ah, j'étais bien dessus tout à l'heure, bon, enfin c'est pas grave. Je vais retourner sur serveur 2, j'aurais pu rester en SSH pour faire ça. Et ici, je vais faire nano slash etc slash hostname, comme ça. Et là, cette machine-là, je vais l'appeler plutôt Debian2, hop, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur GNS3. Donc, il faut toujours gérer la machine à partir d'ici. Hein, quand vous l'intégrez dans GNS3, je vais la stopper, cette machine-là. Et quand je l'ai stoppée, elle est ici. On va pouvoir faire bouton droit dessus. Et dans configuration, on va aller sur réseau. Et là, pour chaque adaptateur, je vais cliquer sur avancer. Et l'adresse MAC qui est ici, parce que j'ai cloné cette machine, donc ça devrait peut-être la même que serveur 1. On ne va pas prendre de risque. On va cliquer ici pour changer cette adresse MAC. Et on peut cliquer ici. Hop, ça change l'adresse MAC. Pour l'adaptateur 2, on fait la même chose. On change l'adresse MAC. Et pour l'adaptateur 3, ici, non, on ne peut pas le changer. De toute façon, bon, ces deux adaptateurs-là, il n'y a pas besoin de les changer puisqu'il n'y a que celui-là qu'on avait créé lors de la création de la première machine. Ferme. Et ici, je vais pouvoir redémarrer ma machine. Je vais la starter à ce niveau-là. La machine va redémarrer. On prend toujours la précaution de démarrer les machines à partir de GNS3. Il faut d'ailleurs, hein, et par exemple une machine comme celle-là qui est dans l'état sauvegardé, je ne peux pas l'utiliser dans GNS3. Il faudrait, pour pouvoir l'utiliser, hein, il faudrait oublier l'état sauvegardé, c'est-à-dire il faudrait qu'elle soit éteinte. Hein. Très important de bien retenir cela. Alors ici, je vais sur serveur 2, on va attendre que la machine se soit connectée. Voilà, je vais faire donc et voilà, on est bien sur la Debian 2. Alors, on a dit que c'était le login de Mousse et on a dit que le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, si je fais un IP ADDR, on s'assure que vous voyez, donc on voit que l'adresse IP n'a pas été réaffectée à ce niveau-là. Donc, on va faire pour l'instant un sudo moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, du moins pour moi, peut-être que lui, ce n'est pas le cas. Et voilà, pour que les adresses soient bien, je me trompe tout le temps, pour que les adresses soient bien réaffectées à if app enp 0s8. Et si je fais un IP ADDR, là voilà, ça a été bien réaffecté. Alors, quand notre machine a redémarré, maintenant, si on va se positionner sur l'invite de commande dans notre machine Windows, on va taper ssh mousse 192.168.3.2.2, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de se connecter en SSH à cette machine-là. C'était 56.2, là je fais n'importe quoi. C'est 56.2, 56.2, puisqu'on avait créé cette interface en host-only. On clique, on appuie sur la touche entrée, le mot de passe, voilà. Donc on est sur la machine, actuellement la machine Debian, celle que l'on voit ici.
Pour accéder à celle-ci, la machine Debian 2, il suffit de faire à ce niveau-là SSH 192.168.3.2. Alors, si je valide, se passe le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, du fait, vous voyez, donc si je fais un CTRL-C ici, si je fais maintenant un ping 192.168.3.2, vous voyez, ça ne passe pas. Ça, c'est du fait que, tout simplement, même chose, hein, on a la machine qui est ici, celle-là, qui a redémarré, et du fait qu'elle ait redémarré, sa table de routage a été remise à neuf. Il faut, comme je l'ai expliqué, ensuite, dans un TP, trouver la commande qui permettra de persister la table de routage. C'est parce qu'on va faire maintenant, on va aller remettre la table de routage tranquillement, on va se faire un SU moins, voilà, on va rappeler peut-être les commandes si on veut que l'on a saisi antérieurement. Alors si je fais un history, est-ce qu'on retrouve quelque chose là? Non. Donc on va être obligé de retaper notre commande, IP route add 192.168.2.0 slash 24. Il me semble que c'est GW, je ne suis pas sûr. 192.168.3.1. Alors, il me dit, donc alors on va rechercher la commande que j'ai plus en tête, vous voyez, pour vous dire que les commandes, soit on les a dans un petit document, soit il faut aller les rechercher. Allez, on y va, Google, IP route add, c'est très bien ça, Linux, on va peut-être trouver quelque chose. IP route add, voilà, on va chercher la commande sur un site. Et là, voilà, donc j'ai, en fin de compte, c'est IP routé via. Donc c'est via. Peut-être que vous l'aviez conservé, bah, tant mieux. Moi, j'ai pas. Donc hop, via. C'est parfait. Alors, est-ce que maintenant le problème est réglé? Alors, si on revient ici, si je fais un ping 192.168.3.2, est-ce que ça marche? Ça marche bien. Et si je fais un vagrant, si je fais un SSH 192.168.3.2, hop, je me connecte directement sur la Debian 2. Et ça, cette façon de se connecter en SSH sans mot de passe, sur n'importe quoi, c'est ça qui va permettre l'automatisation. Alors, on va s'arrêter. Alors maintenant, on va de voir comment on pourrait configurer le SSH sur ce routeur-là. Alors sur le routeur, on a, voilà, on est positionné sur ce routeur et on va aller chercher des instructions pour configurer le SSH. Donc, première instruction, vous avez ce petit document hein, sur le site, vous collez, conft. Voilà. Deuxième instruction, on va définir un domaine. Domaine Cisco. Troisième instruction, on va définir la clé. Alors normalement, je crois que c'est sur une ligne. Voilà, hop. On va définir la clé. C'est ici. Hop. Alors je pense que voilà. Ça c'est pas bien copier-coller. Faites attention. Je crois qu'il a copié beaucoup de choses. Si vous aussi, hein, vous faites des copies-coller. Voilà. Voilà, donc il a généré la clé. Autre instruction, IP SSH, version 2. OK.
valide. Une autre instruction pour ouvrir des terminaux. Hop. Ensuite, on a une autre instruction dans laquelle on va définir les protocoles qu'on peut utiliser pour la connexion aussi bien SSH et Telnet par exemple. Telnet bien sûr est moins sécurisé que SSH. Le logging qui va être utilisé, ça va être le logging local. Et enfin, exit et write, hein, si on peut les faire en exit. Voilà. Exit et write. Voilà. Alors, si on regarde le schéma, l'interface ici, c'est 192.168.2.1. De communiquer à partir de cette machine-là. Allons sur le serveur 1. Donc, je vais faire un exit ici, hein, parce que je suis sur Debian 2. Je vais faire un clear. Donc là, actuellement, je suis connecté sur cette machine. OK. Et là, je reviens. Je vais tenter de faire SSH Cisco, par exemple, @192.168.2.1 pour me connecter à l'interface Cisco. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Unable to negotiate with no matching key exchange fund, which offer. Donc, on a un problème entre les algorithmes qui sont de négociation, hein, qui sont utilisés pour le SSH, hein, qui sont utilisés par cette machine Debian et par le routeur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Internet pour essayer de poser le problème ici. Hop. On recherche. Alors là, il me dit SSH, no matching exchange. Donc, regardez. Il faut vraiment apprendre à rechercher sur Internet. Ah, c'est pas ce que je voulais chez le. Voilà, donc ici, donc là, voilà. Alors donc on pourrait peut-être ici récupérer le fichier ici, voilà. Et bon, attendez, on va. Là, j'ai éteint le son de la page, hein. Donc, si on descend donc, sur cette page-là, on devrait trouver normalement quelque part tous les algorithmes. Ah, tiens, voilà, les algorithmes à utiliser. Et donc, on va sélectionner tout ça. Hop. Et on va placer tout ça dans le fichier de config, hein, qui est ici. Je colle. Je sauvegarde. Et là, si j'essaye maintenant de me connecter, avec le T que j'ai mis à la fin, qui est pas bon. Je pense que j'ai dû mettre un T ici en trop. Voilà, yes. Cisco, c'est le mot de passe. Alors, on a dit CISCO. C'était le mot de passe Cisco. Alors, je me souviens plus de ce que j'ai mis comme password. Ah, j'ai pas mis de password apparemment. Ah bah oui, j'ai pas mis de password ici. Quand on met pas de password, alors je sais pas c'est quoi le mot de passe par défaut par contre.
C. Alors, on va commencer. Alors, on n'y est pas arrivé parce que ici, dans ce fichier, j'avais oublié cette ligne pour laquelle on devait définir un username et un password. Donc, ce qu'on va faire, on revient sur ce fichier, on sélectionne tout ça, on revient sur le routeur. Dans notre routeur, on fait tout simplement un copier-coller pour qu'il refasse toutes les instructions. On arrive à refaire toutes les instructions et bien sûr le write. Et à partir de là, ça devrait marcher. SSH Cisco arrobase 192.168.2.1. Alors, ça c'est parce que j'ai tenté de me connecter en SSH et il m'a créé si vous voulez, un autre dans les non-hosts. Donc il suffit de faire ce qu'il dit, on sélectionne cette ligne-là et on valide. Et on va recommencer. On fait yes, on tape Cisco et on est sur le routeur. Voilà, donc à partir de cette machine, celle-là, on est capable maintenant de pouvoir en SSH se connecter sur toutes les machines. Et ça, c'est super intéressant pour l'automatisation. Une dernière chose peut-être, quand on s'est connecté tout à l'heure en SSH d'ici à là, il y a un fichier des non-hosts qui a été créé sur ces serveurs 1.1 dans lequel sont stockés les, et d'ici à là aussi, sont stockés les machines vers lesquelles on a accepté de se connecter. Par exemple, si je reviens ici, je fais un exit. Si je fais un ls sur la machine Debian //.ssh, on a bien un fichier des non-hosts qui est ici. D'ailleurs, qu'on peut aller observer, cat. Et à chaque fois qu'on dit yes pour accepter l'empreinte, K-N-O-W-N underscore HOSTS. Voilà, on a bien les hosts vers lesquels on a tenté de se connecter qui vont être les empreintes qui sont acceptées vers lesquelles, concernant les autres vers lesquels on a accepté de se connecter, qui sont dans ce fichier-là. Voilà pour ce réseau et les connexions en SSH.